Alors, je vais prendre 2 minutes pour nous présenter. Alors, je suis Anaïs Kittler, je suis l'animatrice du Fort Coworking. Et ce soir, lors de la soirée innovation technologique, on a l'honneur d'accueillir Géraldine Périguet, qui justement a développé en fait la réalité virtuelle mêlée à la pédagogie. Elle a un sacré parcours. Elle a étudié à Paris-Descartes et a fait un mémoire justement sur ce sujet et elle va vous en dire plus. Elle a un cabinet où elle accueille des enfants justement et des parents pour pouvoir expliquer la réalité virtuelle, comment on peut l'utiliser dans l'apprentissage et dans l'éducation. Elle est autrice et conférencière aussi, et donc ce soir, on l'a dans le rôle de conférencière. Voilà, donc on va passer un super bon moment tout ensemble, et je laisse la parole à Géraldine qui va... Ah, on a une nouvelle personne, ça doit être Juliano, je pense. Merci beaucoup pour la présentation. C'est super De gentil, rien. merci. Est-ce que vous souhaitez du coup attendre la nouvelle personne ou vous souhaitez qu'on commence? Ouais, je vais voir si elle nous entend déjà. Alors, Gino, c'est Juliano, c'est ça? Est-ce que tu nous entends? Si tu nous entends, tu peux soit nous le dire dans la chat box, tu appuies sur discuter tout en bas, soit il faut que tu actives le micro, c'est en bas à gauche. Il y a marqué muet et tu peux cliquer sur le micro pour qu'on puisse t'entendre. Oh, maman. Je ne sais pas s'il nous entend du coup. Je vais lui écrire. Je lui écris et on va voir s'il nous entend. Je pense que c'est Juliano, il s'était inscrit. Pas de réponse. Écoute, je te propose qu'on commence, sinon on va avoir pas mal de retard et puis comme ça, les personnes qui sont déjà présentes peuvent déjà en profiter. Je t'en prie. Merci beaucoup. Du coup, on est un petit peu intime, mais j'ai dit bonjour aussi à tous ceux qui seront sur le live Facebook, s'ils ne sont pas ici sur le Zoom. Donc, merci beaucoup pour l'introduction. Je vais juste compléter un petit peu par rapport à l'entreprise dont je suis la cofondatrice. Donc, ça s'appelle XR Pédagogie. Aujourd'hui, on est présent. Vous voyez où activer la caméra? Ah, allez-y. Je vois pas du tout une personne arriver, du coup, Anaïs, donc je sais pas si donc ça s'appelle XR Pédagogie. Aujourd'hui, on est présent. Vous voyez où activer la caméra? Ah, j'ai juste le live en... Eh oui, il y a un petit écho, là, je m'entendais parler. J'espère que ça va. Les participants qui sont déjà là, j'espère que ça va. Vous nous entendez toujours? Voilà, je suis désolée, j'avais le live qui me parlait en même temps. Du coup, vous m'avez entendu dans le fond. Ok. Est-ce qu'on peut commencer peut-être ou Oui, bien sûr, vas-y. Je ne sais pas si le son est bon pour tout le monde ou pas, mais je pense que Écoute, super, Aurore a l'air de t'entendre et Géraldine aussi, donc parfait. Cool. Alors, je disais que du coup, comme vous pouvez le voir sur la slide, je suis aussi la fondatrice de l'entreprise XR Pédagogie. Et en fait, cette entreprise, elle est présente aujourd'hui en Guadeloupe, mais aussi à Paris. Et du coup, on travaille à distance avec
différentes, disons, institutions publiques et aussi des établissements scolaires, des collectivités. Et notre vision, en fait, c'est surtout de parler de cette nouvelle technologie, enfin, ces nouvelles technologies immersives que sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et d'essayer d'en parler sous l'angle de l'éducation. Donc, comment est-ce qu'on peut les utiliser aujourd'hui pour enseigner ou si c'est dans un cadre d'instruction en famille, à la maison, voire même dans un cadre plus, on va dire, d'accompagnement psychopédagogique ou on va dire d'accompagnement pour retrouver le plaisir d'apprendre. Donc ça, c'est dans le cadre du cabinet. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler vraiment de l'usage de la réalité virtuelle dans l'éducation. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je présenterai donc un petit peu plus à la fin des applications, dont celle qu'on a développée ici pour la Guadeloupe, pour préparer au tremblement de terre. Donc, vous aurez l'occasion en Guadeloupe, en tout cas, si vous êtes un professionnel enseignant dans différents établissements scolaires, vous aurez l'occasion de voir du coup la DEAL organiser différentes sessions. Je pense qu'ils vous proposeront ou qu'ils donneront des dates, je ne sais pas encore le détail, mais l'objectif, c'est que l'expérience qu'on a développée puisse aller un petit peu partout dans différents établissements, former les élèves au tremblement de terre en réalité virtuelle. Donc ça, c'est plus pour parler un petit peu de l'actualité, ce qui se passe. Mais je vais vous parler sous un angle très général de ce qui se fait aujourd'hui à l'échelle internationale, c'est-à-dire dans le monde. Et j'essaierai de faire un peu des parallèles avec ce qui se passe plus précisément en France. Génial. En tout cas, c'est super innovant. Enfin, je pense que vous êtes les premiers à proposer ça, en tout cas en Guadeloupe, c'est sûr, je pense, de faire des simulations de tremblements de terre On avec est la les réalité. premiers même en France. Ouais, Du coup, ça a été vraiment une très, très bonne nouvelle. À utiliser la réalité virtuelle pour préparer aux risques naturels, on est les premiers en France. On a quelques projets pour la partie inondation, plus sur la Réunion, qui est organisée par la Croix-Rouge. Mais à ma connaissance, il n'y a vraiment aucune initiative de ce type qui a été réalisée. Donc, je suis vraiment très, très fière et très contente que la Guadeloupe peut être aussi vue comme numéro 1 dans l'innovation. C'est ça, exactement. Et du haut de la petite île, voilà, on peut faire vraiment de très belles choses. Donc, comme vous le faites avec le Fort Coworking. C'est gentil. Génial. Alors, je vais changer. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, je vais essayer de vous parler, c'est assez rapide et c'est un sujet qui est vaste, mais en tout cas, de vous parler un peu plus de la réalité virtuelle et l'éducation. Et je l'ai intitulé « Sommes-nous prêts à immerger nos enfants dans les mondes virtuels pour leur enseigner le monde réel ?» Parce que je pense que justement, avec les mots comme métaverse, les films de science-fiction comme Ready Player One et tout ce qu'on entend un petit peu, on peut être amené à se demander si dans quelques temps, voilà, on verra nos enfants complètement déconnectés et du monde réel. Et du coup, l'éducation, qui est un secteur aussi crucial pour tout le monde, pour tous les pays du monde, j'entends, eh bien, voilà, ça va être bousculé et ça va être bousculé très vite. Et c'est le même discours que je tiens un petit peu de partout. Il faut bien prendre conscience que ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans 5, 10 ans. Non, non, ça va arriver d'ici peut-être 1 ou 2 ans. C'est déjà là dans beaucoup, beaucoup de pays. Donc, quand je dis ça va arriver, c'est-à-dire que vraiment, la réalité virtuelle va arriver déjà dans un usage grand public à la maison et va donc arriver aussi dans un usage éducatif. Alors, peut-être en France, ça passe déjà par les universités et ça ira petit à petit par les lycées professionnels et je pense le secteur public aussi très rapidement. Mais voilà, donc c'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de très futuriste, mais c'est quelque chose de très imminent. Bien, quoi. Et ce ne sera pas que... enfin,
Là, on entend surtout parler de la réalité virtuelle pour les jeux, mais là, ce sera vraiment hors domaine du jeu, quoi. Ça sera vraiment étendu à enfin, à plein de domaines différents, dont l'éducation, quoi. Alors évidemment, ce sera étendu à plein de domaines et c'est vrai que les technologies immersives, elles se font connaître grâce à l'industrie du jeu en général, là en l'occurrence du jeu immersif. Mais c'est vrai que si on se concentre sur l'éducation, déjà c'est très utilisé, en termes de formation professionnelle, notamment dans le secteur médical, Mhm. et dans tout ce qui est, secteur, du BTP. Donc, c'est un petit peu la suite logique de le voir arriver, petit à petit dans le secteur de l'éducation et supérieure et donc même dans l'éducation, on va dire, au niveau, collège et lycée. En tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est dans cette direction qu'on essaye d'accompagner les enseignants pour pas qu'ils se retrouvent, pris au dépourvu, surpris ou même, de devoir, utiliser des technologies, nouvelles très rapidement à intégrer au programme scolaire. C'est ça, pour qu'ils soient prêts. C'est ça. Alors, donc on va pouvoir en parler un peu plus. Je vais parcourir, à la fois, les aspects, d'opportunités, mais aussi les aspects, de risques et puis, on verra un petit peu plus en détail différentes applications pour que ce soit plus clair et plus concret. Mhm. Alors, en gros, on verra donc les définitions de XR et peut-être vous comprendrez pourquoi on s'appelle XR pédagogie. Je vais parler C'est-à-dire, un petit peu de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle et du métaverse. Ça peut m'arriver de dire AR ou RA, hein, donc en anglais mhm. Augmented Reality ou réalité augmentée, pareil pour réalité virtuelle, Virtual Reality. Mais je vais essayer de ne pas faire d'anglicisme. Et On ensuite, t'entendra par rigueur. merci. Et ensuite, on verra donc un peu plus les opportunités que ça présente et aussi un petit peu des précautions à respecter. Et je vous parlerai aussi de nos valeurs d'éthique très fortes et de ce qu'on met en place dans ce sens-là. Pardon pour l'anglais potential, c'est potentiel pour les enseignants, l'instruction famille, les parents. Et puis, un peu plus, donc les cas d'études, ce sur quoi on a travaillé, donc que ce soit pour les ouragans ou pour la DEAL ici en Guadeloupe pour, les risques, sismiques. Super. Alors, très simplement, voilà un schéma très, très simple pour vous expliquer ce que ça veut dire XR. À la base, XR, ça veut dire Extended Reality. Donc ça veut dire les réalités, on va dire dites étendues, même si, c'est pas exactement la bonne définition, mais c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le mot qui englobe un petit peu toutes ces technologies immersives. Donc ça va englober réalité virtuelle, réalité mixte, MR et réalité augmentée. C'est un terme un petit peu, c'était un acronyme pour dire: «Bon, on va essayer de les décrire, elles ont un point commun, c'est ce côté, mélange». Je Donc vois. voilà, là, ça sera plus clair, c'est ce qu'on appelle le continuum, disons du virtuel. Donc si on part de la gauche, pour que ce soit bien clair pour vous, en fait, vous avez la réalité. Bon, la réalité, c'est facile, on connaît tous, on voit ça avec nos yeux et plus, en fait, on va intégrer du contenu, on va dire digital ou en tout cas du contenu fait par ordinateur, plus on va aller, dans la direction, de la réalité virtuelle. Alors la OK. réalité augmentée, pour que ce soit clair, en fait, c'est, on va rajouter du contenu digital à la réalité et pour le voir, on utilise soit une tablette, soit un portable. Donc il y a ce côté mélange entre réalité et virtuel. Je vais revenir plus en détail. Bon, la réalité mixte, là, c'est une autre réalité qui est mélangée à une virtualité. On peut l'appeler aussi, virtualité, augmentée, ça dépend les OK. puristes ou pas. Et après, la réalité virtuelle, ce dont on va parler aujourd'hui, donc le virtuel a été entièrement créé par ordinateur. L'élève, ou en tout cas la personne, elle utilise un casque et elle est complètement immergée dans cet environnement. Donc il n'y a plus de réel. Et ça, il faut vraiment que ce soit clair par rapport aux autres, on va dire, Oui. réalités ou aux autres technologies immersives. Là, une fois qu'on a le casque, eh bien, tout ce que l'on voit a été créé par ordinateur. Mhm. Il se peut des fois, qu'on entende parler de, vidéo 360 Mhm. en raccroché au terme de réalité virtuelle.
En fait, ce sont des vidéos qui ont été tournées avec une caméra 360 et dans lesquelles on va regarder dans notre casque et on peut s'immerger. Mais ce n'est pas tout à fait de la réalité virtuelle, même si bon, on peut l'accrocher quelquefois, puisqu'on peut être immergé dans le contenu. Ok, Ça va pour le moment? super. Je ne sais pas, les participants, ça vous parle? Je vais voir sur la discussion. Ouais, Ça a l'air moi, ça me d'aller. paraît très clair. Ok. Ouais. Ouais, je Ok. voyais pas trop la réalité mixte. Je pensais que c'était une réalité, enfin, que c'était une catégorie à part entière. Et en fait, du coup, là, je comprends que ça englobe la réalité augmentée, la virtualité augmentée. Enfin, que finalement, c'est plusieurs choses, cette réalité mixte. En fait, ça dépend un petit peu comment on va le concevoir. On peut parler de virtualité augmentée et certains utiliseront le terme réalité mixte pour parler de virtualité augmentée. Ce qu'il faut entendre dans réalité mixte, c'est que c'était plus simple à comprendre qu'il y avait le côté mixte, donc le côté mélange de réalité. Donc, si on prend réalité mixte dans son terme mélange de réalité, on va pouvoir englober ça avec la réalité augmentée, virtuelle, etc. Si on le prend plutôt au sens virtualité augmentée, c'est plus de fait d'avoir notre capacité de voir notre corps réel, en tout cas des éléments réels dans un monde virtuel. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir aujourd'hui pour l'éducation et pour l'enseignement, ce qui vraiment ressort, c'est évidemment l'usage de la réalité augmentée. Déjà parce qu'il y a déjà pas mal d'établissements scolaires qui sont équipés de tablettes ou en tout cas qui peuvent faire des animations pédagogiques avec des portables ou des tablettes. Et donc, du coup, on pourra utiliser cette technologie. Et la réalité virtuelle commence à arriver, donc là, lorsqu'on a un casque. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va vraiment, ces technologies, ça change complètement les interactions élève-machine. Aujourd'hui, ça va plus loin que les interactions qu'on avait avec l'ordinateur ou la tablette, puisqu'en fait, on enrichit le réel. Et donc ça, il faut bien le comprendre aussi dans comment vont grandir nos enfants. Ils vont grandir avec ce concept de réel, disons, ajouté, de ce réel augmenté. Et ils vont grandir avec donc une autre interaction que nous, on a pu connaître avec les machines. Donc ça, ou avec l'informatique au sens large. Ça, c'est en ça que ça va bousculer aussi l'éducation. Donc, l'élève, il peut être stimulé par le contenu virtuel, voire même immergé quand on est dans le cas de la réalité virtuelle, dans un univers sensoriel de synthèse. Et cet univers, il est recalculé donc en temps réel. Donc, vous avez des sensations. Donc, il va y avoir vraiment ce côté de distinction réelle et virtuelle qu'il va falloir, je pense, déjà en tant que parent, si vous êtes parent, amener. Et aussi en tant que donc enseignant ou en tout cas éducateur ou professionnel de l'éducation, qu'il va falloir prendre en compte quand on utilisera cette technologie. Ah bah tiens, petit sondage pour les participants ce soir. Donc, Célia, Géraldine, combien d'entre vous sont parents? Donc, Célia, on a vu, elle a une petite fille. Géraldine, c'est le cas aussi. Elle a levé la main. Ok, super. Aurore, elle a aussi des enfants. Et Juliano, je ne sais pas s'il est là, mais si jamais tu es présent, tu peux nous dire si tu as aussi des enfants. Oui, salut, oui, j'ai un petit garçon de 2 ans. Ah, voilà. Bon, bah parfait. Comme ça, vous allez vraiment pouvoir mettre, enfin, en plus en savoir pour le futur de vos enfants. N'hésitez pas, en tout cas, enfants ou pas enfants, mais n'hésitez pas à, pardon pour les changements de slide, à parler de vos questionnements, de vos doutes et de vos peurs, mais aussi des idées qui puissent venir. Hein. Moi, je suis là justement aujourd'hui pour essayer de partager tout ce que je peux observer et je sais qu'aujourd'hui, ça soulève pas mal de questions. Alors, donc, excusez-moi, je vous ai montré la slide, je vous ai un petit peu spoilé, mais maintenant, on va parler aussi, on va entendre beaucoup parler aussi de métaverse, donc ça me paraissait naturel de l'évoquer.
Moi, mes métaverses, j'avais commencé à faire des vidéos. Le mot que je mettais avant dessus, c'était plus réseau social en réalité virtuelle. En fait, un métaverse, c'est un monde virtuel. Et en fait, il n'y a pas vraiment disons, de définition arrêtée. C'est un vieux terme, mais quand je dis vieux, je m'entends. C'est un concept qui est vieux plutôt parce qu'il a été introduit par Neal Stephenson, qui était un romancier de science-fiction en 92. Mais le concept, il est pas tout à fait d'aujourd'hui. Le principe, en tout cas, comment moi je vais le définir assez simplement, c'est que vous allez être plusieurs utilisateurs dans un monde virtuel. Donc, comme je vous l'ai expliqué en réalité virtuelle, donc dans un monde créé par ordinateur, qui est dynamique et recalculé en temps réel. Et vous allez pouvoir interagir, mais il y a aussi cette notion de connectivité, c'est de web. Donc, vous interagissez, vous êtes incarné et vous interagissez avec d'autres personnes représentées par des avatars qui sont aussi incarnés dans ce monde. Donc, on l'a peut-être, si vous aimez bien la science-fiction, vous l'avez peut-être vu dans différents films ou même des romans ou autres. Le principe, c'est qu'on a comme une réalité alternative où on va pouvoir retrouver des échanges économiques, des échanges sociaux, des organisations, etc. Donc, c'est très, très, très… c'est pareil, ça, c'est des choses qui ont un potentiel énorme pour l'éducation, mais qui sont aussi très impressionnantes, tant sur leurs conséquences en termes de conception du monde qui nous entoure. C'est comme enfin ouais, c'est un monde parallèle, quoi. C'est ça, c'est une future version d'Internet, hein, c'est ça qu'il faut voir aussi, ça va bousculer à peu près autant que le fait que Internet est arrivé. Donc, c'est vrai que là, récemment, pourquoi ça fait du bruit? Parce qu'il y a eu un battage médiatique qui a été fait parce que Facebook, qui s'appelle Metaverse, Meta, pardon, en a parlé. Mais en fait, il y a plusieurs métaverses aujourd'hui. Il n'y a pas du tout que ceux connus, c'est-à-dire par Meta et autres. Et ce qui est intéressant, peut-être j'y reviendrai à la fin, c'est que c'est la notion qui me plaît beaucoup, en tout cas, c'est la notion de collaboratif. En termes d'éducation, c'est ça qui est intéressant, c'est que plusieurs élèves peuvent se retrouver dans un même monde. Alors, il faut que ce soit encadré, il faut que ce soit réfléchi, mais en tout cas, cette notion de collaboratif et de social, c'est pour ça que je vous parlais un peu de la notion de réseau social un peu virtuel, je trouve ça très intéressant pour l'éducation pour les élèves, mais encore faut-il que ce soit encadré et protégé, voilà, c'est ça, et sain. Donc, c'est une combinaison de réalité virtuelle, un peu de jeu de rôle en ligne et de web, hein, si vous voulez. En gros, c'est un peu ça. Super. Géraldine, j'ai juste une petite question. Dans le métaverse, on est incarné, mais on se voit ou on est nous, enfin, on se voit pas justement et on voit l'expérience autour de nous? Alors, ça dépend des métaverses, j'ai envie de dire. Par exemple, celui que j'ai mis là sur cette slide, qui s'appelle Altspace VR. Donc, à la base, c'était une plateforme où on pouvait organiser des événements comme Eventbrite ou Meetup. Et en fait, ces événements avaient lieu dans un espace virtuel mis à disposition gratuitement par l'entreprise Altspace VR, maintenant rachetée par Microsoft. Et donc, notamment, là, vous voyez potentiellement une photo de notre logo et de moi. J'ai fait une conférence dans ce monde. Là, l'avatar à droite sur la photo avec les cheveux violets, c'est ma représentation en termes d'avatar que j'avais pour faire cette conférence. Moi, quand je parlais, concrètement, je voyais que mes mains. Mais la plateforme peut donner la possibilité de faire des selfies. Et donc, on peut se voir. Il y a dans tous les cas, dans tous les cas, je veux dire, je pense qu'on peut dire dans tous les cas, à ma connaissance, vous créez votre avatar, c'est-à-dire vous définissez la manière dont vous voulez être représenté dans ce monde symboliquement.
Mais ce n'est pas toujours le cas que vous vous voyez véritablement tout le temps quand vous évoluez dans le monde. Toutefois, vous avez toujours des options pour voir, donc soit c'est des photos, soit ça va être un changement d'angle de caméra par rapport à ce monde, soit vous pouvez vous enregistrer en temps réel et diffuser, diffuser ça. En tout cas, voilà, vous pouvez voir vos mains souvent, puisque en réalité virtuelle, vous allez pouvoir voir vos mains qui vont être représentées ou voire réelles. Vous pouvez voir quelquefois des détails de votre corps, par exemple, des accessoires, mais Ok. vous avez vraiment la sensation d'être ce personnage. Et il y a des métaverses où c'est des personnages encore plus symboliques, hein. Ça peut être des animaux, des choses, des objets, des robots. Voilà. Donc, Oui, ça n'a pas forcément une forme humaine, quoi. non, ça n'a pas forcément une forme humaine. Et d'ailleurs, les enfants adorent particulièrement s'incarner dans des objets ou dans des animaux ou ce genre de choses parce qu'ils se sentent plus à l'aise forcément puisque leur identité n'est pas encore construite totalement non plus. C'est ça. Hop, pardon, j'ai cliqué encore une Et fois. merci. Donc voilà l'idée. Mais après, le plus simple, c'est de tester si vous en avez l'occasion un petit peu pour vous rendre compte à quel point c'est, on dit en anglais l'embodiment, c'est-à-dire cette sensation que en fait, notre corps est incarné dans cet avatar. Mhm. Ok. Ouais, Merci. c'est vraiment ultra immersif, quoi. C'est vraiment ultra immersif. Et Mm. quand on enlève le casque, des fois, il faut quelques instants. C'est ce que je recommande quand je l'utilise avec des élèves. Prendre les normes, il y a des procédures de sécurité qu'on a mis en place. Prendre quelques instants pour se réadapter à la lumière, pour se réadapter à l'environnement qui nous entoure. C'est comme si on voyageait par téléportation Ah quelque part. ouais. On se téléporte dans un monde et on revient dans un autre monde qui s'appelle la réalité, quoi. Donc, ça Ouais, bouscule. c'est impressionnant. Très, très impressionnant. Alors, je reviens juste, donc on a parlé de la XR qui englobe réalité augmentée, réalité mixte et puis réalité virtuelle. On a parlé du mot métaverse et donc je reviens juste un petit peu plus en détail sur la réalité augmentée et après, on développera sur la réalité virtuelle. Donc la réalité augmentée, comme je vous ai dit, ça va permettre d'augmenter le réel avec des objets. Donc, à partir d'un équipement assez simple comme un smartphone ou une tablette, on va scanner à l'aide de la caméra l'objet et donc l'élève va pouvoir visualiser des informations ajoutées au réel. Donc, par exemple, là, ce qu'on scanne sur ces photos, c'est un petit atelier qu'on avait fait à l'espace de coworking, le Spot, en 2000. Ah oui. Et on avait fait venir des enfants. Atari. Voilà. C'était vraiment très, très chouette. On a beaucoup apprécié et on avait fait quelques sessions d'atelier. Et donc, l'objectif, c'était vraiment d'abord de faire découvrir et ensuite, dans sa finalité, les enfants apprenaient eux-mêmes à faire leurs propres petits marqueurs de réalité augmentée. Donc, en gros, la réalité augmentée, voilà, vous voyez, nous, on a décidé d'utiliser un marqueur pour expliquer, mais on n'est pas obligé d'avoir un marqueur. Mais c'est un petit peu souvent associé au QR code, mais la différence, c'est que le QR code charge une page web, que là, eh bien, à travers, quand vous voyez l'élève est en train de scanner le cube, avec sa caméra de portable et il y a de l'information qui apparaît. Donc l'information, par exemple, là, sur la partie de droite, on voit une grenouille, mais ça peut être tout un tas d'informations différentes. Donc elle a été très connue, je pense, la réalité augmentée, au début, on en a entendu parler pour ceux qui étaient en métropole, les Pokémon et les catalogues Ikea. Puis après, il y a eu les filtres avec les réseaux sociaux qui nous permettaient de rajouter, je ne sais pas, des chapeaux, des choses comme ça. Ça, c'est de la réalité augmentée. C'est de plus en plus utilisé aussi dans les musées, par exemple. Oui, parce qu'en fait, ça crée vraiment une forme d'interaction pour
ça crée de l'interaction avec le contenu, mais en même temps, ça peut vous apporter de l'information supplémentaire et vous faire visualiser des choses sous un autre angle. Alors, en éducation, en fait, c'est intéressant parce que les élèves ils vont pouvoir acquérir des connaissances spatiales, haptiques, c'est-à-dire basées sur le toucher et le mouvement. Donc, c'est pour ça que nous, on aime bien dire s'il y a une technologie immersive à préférer pour les enfants plus jeunes, entre guillemets, hein, c'est-à-dire entre 8 et 10 ans, 7, 8, 10 ans, on va dire, c'est bien la réalité augmentée. La réalité virtuelle, c'est beaucoup plus tard pour les adolescents à partir de 13 ans, 12-13 ans. D'accord, ok. Donc ça, je reviendrai un petit peu plus tard, mais disons que là, c'est intéressant puisqu'on a cette possibilité d'interagir physiquement avec le contenu. Et ça, c'est important quand on a des jeunes enfants de commencer par là. Donc ça, c'est très intéressant, notamment, ça peut être utilisé en géométrie pour comprendre certaines vues dans l'espace. C'est utilisé aussi pour rajouter des informations et créer des petits jeux, sorte de différentes choses qui peuvent être utilisées, voir aussi différents plans, voir des proportions de planètes, enfin, plein de choses. Mais le principe, c'est vraiment ce côté connaissance spatiale, toucher. Donc, si on est intéressé par travailler ses compétences en classe, bah, ça peut être vraiment une technologie intéressante. Alors, j'avance un petit peu. Donc, avec la réalité augmentée, l'enseignant offre une nouvelle perspective d'apprentissage en permettant aux élèves de visualiser, donc, comme je vous le dis, des relations spatiales complexes et des concepts abstraits. Donc, voilà, c'est cette notion de… Souvent, quand on regarde juste l'écran, la tablette, l'enfant voit un contenu selon son âge, il va petit à petit construire, avec sa maturité, il va construire, disons, le concept, le fait que ce qu'on voit sur la tablette aussi peut exister dans la réalité sous une autre dimension, en 3D. Donc là, c'est du 2D et ça va en 3D. Et donc là, c'est intéressant parce qu'il va y avoir, ça va aider à faire une sorte de transition pour apprendre ces concepts de relations spatiales. Ce n'est pas du tout des choses évidentes quand on est enfant, de faire petit à petit la construction dans sa tête de ce que je vois là et de ce que je vois à travers la tablette et de ce que je vais voir en réalité. D'ailleurs, les très jeunes enfants, s'ils voient de la réalité augmentée, pour eux, c'est la réalité. On ne peut pas faire la différence. Ok, d'accord. Voilà, donc ça, c'était la réalité augmentée. Donc maintenant, on va parler de la réalité virtuelle. Donc ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, qui dit réalité virtuelle, dit casque, vous voyez. Donc ça, c'était les démonstrations qu'on a fait dans un lycée pour l'expérience sur les séismes. Donc, avec la réalité virtuelle, l'élève est immergé totalement. Et l'enseignant, en fait, il va pouvoir bénéficier quelque part de son attention multisensorielle pour lui apprendre quelque chose. On va se rapprocher de l'apprentissage par la pratique, en fait, et le professeur, il va pouvoir exposer petit à petit l'élève au contenu. Donc, petit à petit, on fait vivre des expériences. Et ça, c'est vraiment très intéressant en pédagogie. Et on va pouvoir aussi montrer l'impact de certaines décisions. On va pouvoir vraiment… C'est le même principe qu'on va retrouver, par exemple, aussi qui est recherché dans les voyages scolaires, qui est recherché dans les expériences scientifiques. C'est le concept de dire, ben voilà, je vais t'apprendre par le vivre, par le faire. Donc, quelquefois, ce n'est pas toujours facile en réalité de mettre… en œuvre, donc que ce soit des voyages scolaires aujourd'hui ou que ce soit des expériences scientifiques, voire même de mettre en œuvre une expérience de concept abstrait. Et donc, la réalité virtuelle, voilà, c'est très intéressant pour cela. Donc, comme vous le voyez, on a toujours aujourd'hui des processus, nous, on encourage en tout cas des processus de sécurité, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Et on a toujours quelqu'un à côté. Voilà, ça, c'est très important. C'est quelque chose, je reviens dessus, hein, mais quand j'échange avec mes clients ou avec différents établissements ou directeurs de collectivité, c'est de dire, ce n'est pas quelque chose où on met le casque sur l'élève et puis il apprend dans son coin et puis on revient dans 1 heure quand c'est fini. C'est très bien.
parce qu'on a vu cette dérive avec la tablette, pas forcément dans l'enseignement, mais il y a des fois dans la formation professionnelle, on peut voir des formations qui ont lieu vraiment de cette manière. On vous met la tablette, vous suivez le processus et puis c'est fini. Et donc, nous, ce qu'on veut encourager, c'est évitons d'aller peut-être cette dimension où l'élève est juste mis, disons, en contact de cette technologie seul. Et du coup, dans cette idée-là, malheureusement, on écarte l'enseignant. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. C'est l'enseignant qui joue le rôle central d'accompagnant et de liant. Et c'est lui qui va l'idée. Et donc, du coup, l'élève n'est jamais seul avec la technologie. Ça paraît évident, mais quand on teste la réalité virtuelle, c'est tellement immersif, c'est tellement bien fait, ça pourrait très prochainement on pourrait très prochainement penser que bon, on va leur faire des activités et puis ils vont être autonomes et puis ils se débrouilleront tout seuls dans le casque. Donc voilà, c'était le petit point là-dessus. C'est finalement avoir un peu un rôle de garde-fou, quoi, être là à côté. Alors, garde-fou, j'aime pas trop l'expression. Ouais, j'arrivais pas à le dire autrement, mais... De guide, en fait, de guide et en tout cas, peut-être un accompagnateur, hein, tout simplement, si vous faites le parallèle avec la sortie scolaire, peu importe son statut pédagogique, est-ce que c'est l'enseignant, est-ce que c'est un accompagnant peut-être technicien informatique, mais en tout cas, celui qui va mettre en place la formation en réalité virtuelle, c'est-à-dire aujourd'hui l'ingénierie pédagogique, va devoir penser son expérience vraiment avec avant la réalité virtuelle, pendant et après, pour que en fait on accompagne l'enfant, l'élève, aussi bien quand il vit quelque chose en réalité virtuelle, mais qu'on l'accompagne aussi à faire ce lien avec la réalité. Ok. Donc, ça, c'est le point important, c'est aussi de redéfinir le rôle de l'enseignant avec cette nouvelle technologie qui arrive. Alors, j'ai un petit peu dépassé ce que je voulais dire sur la réalité virtuelle, je voulais juste l'introduire brièvement, mais ce n'est pas grave. Je voudrais juste signaler que la réalité virtuelle, aujourd'hui, la technologie est beaucoup plus abordable, donc on en parle beaucoup plus, mais en fait, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps, depuis les années 60, enfin très longtemps, qui est quand même depuis les années 60. Il y a eu des prototypes qui ont été créés, qui ont été inventés, et très rapidement, ça a été utilisé par les militaires pour préparer les soldats, donc pour simuler des situations et entraîner les soldats. Et ensuite, quand ils revenaient, pour les aider aussi à soigner les syndromes post-traumatiques liés à la guerre. Donc, c'était vraiment une technologie qui était très intéressante à l'origine pour les militaires. Donc, pour vous dire tout ce dont dans quelles circonstances ça pouvait être utilisé. Et petit à petit, en fait, bon, j'ai synthétisé, il y a eu plein d'étapes, mais si ça a fait des bons, ça a été très utilisé dans la recherche, dans le secteur aussi, tous les secteurs qui pouvaient intéresser la simulation sans danger. Donc, notamment, dans les années 90, il y a des simulateurs qui avaient été conçus pour former les personnes ou qui allaient travailler sur des centrales nucléaires, ce genre de choses. En 93, Sega, là, j'ai mis la petite photo, qui avait déjà sorti un casque qui ressemble quand même de très près. Vous voyez sur la droite, c'est le casque de PlayStation actuel de réalité virtuelle. Donc, ça n'avait pas tellement marché, etc. Et ce n'était pas, bien sûr, aussi immersif qu'aujourd'hui. Mais pour vous dire que l'industrie du jeu avait déjà senti le potentiel de l'immersion dans le virtuel et vraiment tenté de s'en rapprocher. Et je pense qu'un des gros bonds aussi technologiques par rapport au casque, c'est 2012. Pour moi, en tout cas, c'est parce que Oculus, donc Oculus qui a été entreprise qui a été rachetée donc, par Facebook et qui fait aujourd'hui le casque grand public le meilleur rapport qualité-prix qu'on appelle Oculus Quest. Et bien donc en 2012, il y a cet Oculus qui a été créé. En fait, ils ont réussi à faire un casque
qui n'était pas tellement coûteux en termes de production et qui était autonome, c'est-à-dire qu'on n'avait pas réellement besoin de le connecter à un ordinateur pour que l'ordinateur serve de moteur de calcul. Je vois. Tu voulais dire quelque chose et je ne t'ai pas laissé parler. Ouais, j'avais une question, mais je sais pas. Non, t'inquiète pas. Je sais pas si j'anticipe trop, tu me diras. Mais est-ce que la réalité virtuelle, elle est déjà aussi utilisée pour l'apprentissage de la conduite? Je me dis pour les premières fois, tu sais, avant de conduire en vrai, ça peut être aussi intéressant d'avoir des simulations avant. Tout à fait. Alors, pas assez à mon goût. Mais oui, Ok. oui, il y a pas mal d'auto-écoles qui commencent à proposer ce service. Déjà, depuis très longtemps, le concept d'apprendre, disons que ce soit à conduire ou même à piloter, hein, pour les avions. Air France, il y a des simulateurs pour former les pilotes, hein, par exemple. Ok. Et tout ce qui va permettre de simuler des situations, faut te dire que la réalité virtuelle est très, très utilisée. Surtout pour des D'accord. simulations qui, en vrai, vont être dangereuses. Mhm. Donc, pour aussi, effectivement, pour la conduite, il y a des simulateurs qui étaient déjà en place. Il y avait certaines auto-écoles ou en tout cas pour la conduite aussi des véhicules un peu spéciaux, poids lourds et autres. Oui. Et là, maintenant, il y a des auto-écoles qui commencent à s'équiper de ça pour segmenter aussi la pédagogie, pour amener les difficultés petit à petit. Et c'est vraiment génial parce que Ouais, c'est chouette. Ça ça permet simplifie. d'apprendre en plusieurs étapes, quoi. Exactement. Mais pas assez à mon goût. Il n'y a pas assez d'auto-écoles qui l'utilisent, mais ça viendra petit à petit. Ça va venir. Alors, donc la finalité de la réalité virtuelle, finalement, c'est quoi? C'est de permettre à une personne, mais ou plusieurs, hein. Donc, soit on est seul dans un monde, voilà, soit on est plusieurs dans le monde, mais on peut être dans la même pièce en réel ou à des endroits différents du monde et se retrouver dans le même environnement virtuel. Voilà, donc ça peut être seul ou à plusieurs et c'est une activité sensorimotrice et cognitive dans un monde artificiel. Donc j'insiste sur ça parce que si on pense pédagogique, il faut bien penser sensorimotrice, c'est-à-dire que les sens sont impliqués et le corps. On peut bouger, on a donc les yeux, la vue qui est impliquée, on a, pardon pour le bruit, on a l'ouïe qui est impliquée et même aujourd'hui, on a des dispositifs qui permettent d'impliquer le toucher et l'odorat. Donc, petit à petit, on a vraiment tous nos sens qui vont être immergés, motrices puisqu'on peut se déplacer, se mouvoir et même aussi bien physiquement. C'est-à-dire que si je fais un pas, là, vous voyez, j'étais en pleine conférence, mais je n'étais plus du tout dans mon appartement. Mais quand on fait, par exemple, il y a des mondes qui sont immenses. Donc, comme on ne peut pas en réalité avoir l'espace aussi grand que le monde, eh bien, on trouve des substituts au déplacement. Donc, on va se déplacer, par exemple, par téléportation dans le monde, mais on peut tout à fait se déplacer en marchant dans le monde comme on marche en réalité. Ok. Donc, voilà, ce qui est important, c'est ça. C'est cette notion. Il y a deux notions essentielles à comprendre dans la réalité virtuelle. C'est l'immersion. Donc, l'utilisateur est immergé, ses sens sont immergés. Et la notion, donc, du coup, qui va avec l'immersion, c'est l'incarnation du corps, hein, et des sens qui vont être immergés dans ce monde virtuel. Et l'autre notion, c'est l'interaction. Donc, l'interaction, parce qu'en fait, on va pouvoir interagir avec les contenus de ce monde. C'est-à-dire qu'on peut saisir des objets, on peut parler, on peut déplacer des choses, créer des choses. On peut faire tout un tas d'interactions qu'on peut retrouver similaires à ceux qu'on a dans la réalité, mais aussi d'autres types d'interactions qui vont être vraiment spécifiques au réel. Je ne sais pas moi, comme par exemple, si on peut appeler ça une interaction, mais enfin, en termes de développeur, c'est une interaction, mais le fait de voler ou le fait, disons, d'utiliser des fluides, le fait de
vraiment de toucher des boutons, de saisir des machines, voilà. Donc, c'est cette notion vraiment d'interaction et d'immersion qui sont les deux piliers de cette technologie. À la différence peut-être d'autres technologies immersives où l'interaction n'est pas toujours aussi développée. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les expériences de réalité virtuelle permettent toute l'interaction du monde, hein. On peut, par exemple, nous, dans celle qu'on a créée, on a limité l'interaction presque à son minimum puisqu'on peut juste se déplacer, en tout cas dans cette première version. Mais voilà, c'est pas dit que petit à petit, on rajoute pas d'autres niveaux d'interaction. Ouais, donc c'est très complet, quoi. On peut vraiment faire tout type d'action, finalement, bien plus que ce qu'on imagine. On peut même déplacer des objets, appuyer sur un bouton. C'est énorme le champ des possibles, quoi. C'est énorme et du coup, ça peut vous donner une idée de la flexibilité qu'on peut avoir un pédagogue en termes de création de formation. C'est infini, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Géraldine, justement, j'ai une question, mais peut-être que tu en parles après. Mais en fait, moi, dans mon parcours, j'ai été professeure des écoles en CM2 D'accord. et j'ai eu à ma disposition 30 casques, enfin 30 Google Card avec des ordinateurs, des téléphones qu'on mettait à l'intérieur pour faire vivre aux élèves de la réalité virtuelle. Et en fait, j'avais fait toute une séance autour des volcans et avec l'application Google Expédition, ils ont plusieurs petites séquences. Enfin, en tout cas, à l'époque, je trouvais ça fantastique pour les élèves. Et j'avais fait plusieurs petites séquences. On s'est déplacé de volcan en volcan. On a vu des volcans en coupe, voilà, ce genre de choses. Et à la fin donc, de toute la séquence pédagogique, j'ai fait une évaluation, comme pour chaque sujet. Et il se trouve que sur l'évaluation des volcans, en l'occurrence, les résultats étaient nettement supérieurs aux résultats que les élèves avaient d'habitude. Est-ce qu'il y a des études qui montrent en quoi de vivre cette réalité virtuelle aide à apprendre ou à retenir enfin, en tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui mesure aujourd'hui le fait que la réalité virtuelle peut être un vrai atout pour la pédagogie? Alors, merci pour la question. Effectivement, déjà bravo parce que tu es pionnière pour avoir utilisé ça. On était 2 classes en France à le faire, une à Bordeaux et Oui, la je me mienne. doute. Mais on n'était pas beaucoup, mais dans l'absolu, si on s'y intéresse, je pense que c'est possible aussi de faire des C'est partenariats, etc., quoi. c'est très intéressant ce que tu dis. Alors, aujourd'hui, nous, on ne recommande plus trop les Google Cardboard, hein, c'est-à-dire, donc effectivement, c'était le principe de mettre un portable dans un support en carton. C'était hyper intéressant parce que c'est, comme tu dis, bon marché. Enfin, en gros, le contenu en carton, ça allait. Et après, les portables, on pouvait se débrouiller. Et au passage, ça a été très triste parce qu'ils ont arrêté l'année dernière Google Expédition. Mais je ferme la parenthèse. Oui, j'ai vu ça il y a quelques semaines, à vrai dire, parce que je voulais en refaire avec mon fils, parce que j'ai encore des Google Cards et le téléphone, et j'ai vu qu'ils ont complètement arrêté l'activité, en fait. Ouais. Ils sont peut-être en train de… Justement, on est avec eux pour tester en bêta une version un petit peu plus adaptée aux dispositifs, aux casques qui existent maintenant. Donc, et aussi pour voir s'ils ne vont pas faire une version dédiée éducation. Non, on vous en dira plus bientôt. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a de la recherche pour mesurer, en gros, dans quelle mesure la réalité virtuelle améliore l'apprentissage? Oui, il y a de la recherche. Alors, évidemment, il y a de la recherche déjà depuis très longtemps parce qu'il y a eu beaucoup d'apports de la réalité virtuelle, notamment pour les enfants autistes. Il y a eu beaucoup d'apports parce qu'on a vu des enfants en difficulté, que ça pouvait aider des enfants en difficulté sur le plan psychologique. Mais d'un point de vue pédagogique, déjà, ce qu'on sait, c'est que comme on va immerger les sens, déjà, ça vous pouvez le comprendre assez aisément, plus nos sens sont immergés, plus on vit en fait une expérience d'apprentissage, plus on la retient. Donc déjà, on a pas mal de recherches qui vont dans le sens
de l'impact que ça a sur la mémoire, en quelle mesure ça va faciliter la mémorisation, puisque quelque part, on vit et on va impliquer un certain nombre de sens. Maintenant, ça encore, si tu veux, c'est pas encore hyper structuré, les recherches qu'on va avoir dans ce domaine. On va pas pouvoir te dire précisément, OK, pour des raisons éthiques, hein, évidemment, quelle mémoire, pourquoi, comment, et cetera. Mais ce qu'on voit effectivement, c'est que vraiment, il y a ce côté mémoire qui est amélioré et que c'est très utile pour tout ce qui est, conception dans l'espace. Donc ça aussi, on commence à avoir pas mal de recherches là-dessus. Il n'y a pas du tout de recherche sur tout ce qui va toucher au métaverse. C'est-à-dire, enfin, pas beaucoup, je veux dire, peut-être 1 ou 2 articles qui viennent de sortir, mais on n'a pas un recul scientifique vraiment abouti qui va établir des avantages quand on est dans du métaverse, puisque c'est tellement multifactoriel que scientifiquement, c'est un peu délicat de dire. Il y avait de la recherche qui avait été faite pour un métaverse qui s'appelait Second Life, qui a quelques années maintenant. Et il commençait un petit peu à voir, mais c'était plus dans le secteur de la psychologie sociale que dans le secteur vraiment de l'éducation. Donc, mais pour te dire, vraiment, aujourd'hui, on voit ce qu'ils n'arrivent pas à mesurer, on va dire, de manière très, très claire, ça va être le problème de comparer par rapport aux variables, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on a aujourd'hui dans le secteur de la recherche en éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut mesurer si un contenu pédagogique améliore la compréhension de telle ou telle chose, eh bien, on définit clairement les choses. Par exemple, j'ai une expérience en réalité augmentée. Il y avait une expérience qui avait été faite maintenant il y a une dizaine d'années où on prenait des enfants, il y en avait un où on lui montrait les bactéries sur une image, l'autre on lui montrait les bactéries sur donc une image imprimée, l'autre sur une tablette et le troisième en réalité augmentée. Et ensuite, on leur posait des questions et on essayait de voir est-ce que oui, non, ça a amélioré leur apprentissage. Donc, si tu veux, de plus en plus, on va avoir de recherches là-dessus, mais précisément, les indicateurs qu'ils mesurent pour savoir si oui ou non ça améliore, ça reste délicat parce que c'est tellement de sens qui sont impliqués que ça reste délicat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on mesure de manière systématique derrière de l'apprentissage qui est amélioré. C'est-à-dire que le fait qu'ils aient vécu l'expérience en ce sens-là, comme tu vas pouvoir le faire, une amélioration de l'apprentissage quand tu vas faire une expérience scientifique où ils vont manipuler par rapport à juste, tu leur en parles au tableau. Évidemment que là, il y aura plus de facilité. Mais je pense encore que ce n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas quelqu'un, bien que je trouve ces technologies vraiment très, très intéressantes, je ne suis pas quelqu'un qui recommande le 100% VR. Je ne pense pas vraiment que pour toutes les notions qu'on souhaite enseigner, ce soit la bonne réponse systématique. D'accord ? Je pense qu'il y a vraiment c'est très intéressant quand on a besoin de s'immerger dans le concept. Et puis surtout, aujourd'hui, voilà, nous, on le recommande quand même avec des élèves qui sont déjà au collège parce que c'est tellement immersif qu'il faut que l'enfant il ait atteint cette maturité pour distinguer du réel de l'irréel. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, je te remercie. Après, si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas, je vous laisserai mon email et je pourrais vous donner des articles scientifiques dans le secteur pour approfondir si vous voulez. Il y a pas mal de revues aussi qui font la liste un petit peu de tout ce qui se fait. Super, merci Géraldine. Alors, juste pour
bien poser les idées. En quoi la réalité virtuelle est une opportunité pour l'éducation? Du coup, je te remercie pour ta question parce que ça va me faire un super lien. Génial. Transition. Voilà, les idées clés, en fait, qu'est-ce que ça apporte, franchement, cette réalité virtuelle pour enseigner? Bon, alors, évidemment, la première des choses auxquelles on peut penser, c'est la motivation et l'engagement. Donc là, j'ai mis derrière engagement. Bien évidemment, lorsque vous allez les mettre dans des mondes très ludiques, il y a souvent de la gamification, donc la même chose qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Évidemment, l'élève, non seulement ça suscite son intérêt d'apprendre, mais en plus, on observe que ça va influencer sa motivation dans la durée. Donc, ça leur donne l'envie de continuer d'apprendre. Donc, ça, c'est très intéressant pour ces aspects-là. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est pour la notion de simplification et segmentation. Donc, c'est vraiment un média qui va aider lorsqu'on veut diviser les apprentissages en sous-apprentissages. Par exemple, tu parlais de l'apprentissage de la conduite. On peut apprendre à passer les vitesses donc avec une boîte à palier sans être perturbé par le trafic routier, puis petit à petit augmenter le trafic, décomposer les gestes, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour ça. L'immersion du corps, donc cette notion d'immersion corporelle, hein, donc évidemment, la même manière que dans tout ce qui va solliciter l'action, hein, et les sens. Donc, l'apprenant, il va être stimulé non seulement par ce qu'il voit et ce qu'il entend, mais aussi cette notion d'interaction. Voir s'il est équipé de gants, il va même pouvoir saisir les objets, etc. C'est ça. L'ancrage, j'ai mis l'ancrage sensorimoteur. Pourquoi? Et corporel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, dans le processus d'apprentissage, on va réintroduire le corps de manière aussi naturelle qu'on peut l'avoir dans la réalité. Donc ça aide, comme je l'ai expliqué, à la mémorisation. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les... Oui? Pardon. Non, je disais juste même le développer beaucoup plus, puisque en fait, au collège et au lycée, ça reste très théorique souvent et il n'y a pas forcément beaucoup de pratique, de manipulation et l'aspect sensorimoteur corporel est parfois éloigné aussi de l'apprentissage. Donc, ça permet de le remettre à un moment au cœur de l'apprentissage. Je ne sais pas si c'est... Enfin, il y a quand même beaucoup d'enseignants qui font pas mal d'activités, etc. Mais souvent, c'est plus dans... il y avait un prof qui m'avait dit, de toute façon, les activités cool, c'est toujours dans les matières scientifiques, technologiques et sciences d'ingénieur, en gros, quoi. En anglais, on appelle ça les STEM, mais en gros, il me disait, c'est toujours les activités cool, c'est dans ces domaines-là. Nous, si on veut faire quelque chose en lettres, par exemple, en littérature française, ou si vous voulez faire quelque chose en histoire géo, c'est toujours un petit peu plus complexe à mettre en place. Malheureusement, les enseignants qui ont plein de bonnes idées ne sont pas toujours soutenus derrière avec les financements ou avec du coup les moyens logistiques. Donc du coup, ça reste quelque chose de vraiment intéressant et pour aussi tout un tas de matières différentes. Donc je parlais aussi de la flexibilité de la représentation. On peut faire tout ce qu'on veut, hein, vraiment. C'est ça la difficulté quelque part. Justement, j'en parlais là, le livre, je suis en train de coécrire avec d'autres auteurs. On parle de la difficulté de créer des environnements virtuels quand on est enseignant. Et on essaye de donner des conseils pour partir de quelque part quand on est enseignant et qu'on veut construire une activité. Par où on commence, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Parce que souvent, les professeurs, ils savent ce qu'ils veulent faire, ils voient à peu près les choses, mais ils se disent, mais
jusqu'où je peux aller, etc. J'ai tellement d'idées, je ne sais pas comment choisir. Donc, cette flexibilité est une force et à la fois, ça rend un peu la chose difficile pour les enseignants. Mais... Super, Donc, ça va voilà. être un guide pour eux, pas à pas, de pouvoir mettre Ouais, de nouveaux outils j'espère. dans leur pédagogie. Ah, Génial. ce sera en anglais, mais peut-être qu'il y aura une traduction plus tard. Mais en tout cas, non, je suis très, très contente de participer à ce livre. Et il y a plein d'experts de différents pays. Donc, c'est vraiment enrichissant de voir des approches culturelles différentes sur des usages pédagogiques de cette technologie. Donc, Tout à dès que fait. j'aurai plus de détails sur la date de publication, probablement cet été 2022. Ok. Ah bah génial. Ce qu'il faut retenir pour la réalité virtuelle, voilà, c'est que ça représente une opportunité. Ce n'est pas une réponse à tout, mais c'est une opportunité pour aussi solutionner les problématiques de diversité dans les classes. C'est-à-dire que vous avez des élèves avec des niveaux différents qui vont décrocher avec des problématiques différentes. Et quelquefois, bah, voilà, c'est ce que j'exploite disons, dans le concept du cabinet, c'est de dire comment est-ce qu'on peut redonner le plaisir d'apprendre avec cette technologie. Et je pense que la finalité, l'opportunité, ça va être là, quoi. C'est vraiment redonner cette curiosité, ce goût à l'apprentissage s'il est perdu. Voilà. Parce que la plupart du temps, il y a quand même un très beau travail qui est fait de la part des enseignants, mais c'est vrai que pour certains élèves, quelquefois, le système ne correspond pas, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin d'interagir et les médias auxquels ils sont de plus en plus exposés vont dans ce sens. Donc, Et du coup, Géraldine, est-ce oui. qu'il y a un vivier de ressources pédagogiques pour les enseignants qui peuvent utiliser gratuitement, avec lesquels ils pourraient monter des séances parce que donc avant, il y avait peut-être Google Expédition qui était, en tout cas, même si ce n'était pas la meilleure façon de faire, parce qu'à la qualité, effectivement, avec les Google Cars, tout ça, ce n'était pas incroyable, mais ça avait le mérite d'être assez riche. Il y avait de la géo, il y avait de l'histoire, il y Ah, avait mais c'est génial. des choses de société, il y avait plein de choses, des choses scientifiques, de l'espace et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des ressources pédagogiques pour la VR gratuites à disposition de n'importe qui, du coup? Même les parents, là, on est plusieurs parents aujourd'hui présents à assister à la conférence. Est-ce qu'il y a des ressources gratuites qu'on peut Alors, des s'approprier? ressources, j'imagine tu veux dire des applications. Alors Oui, déjà, je peux te dire que nous, sur notre site xrpédagogie.com, tu vas retrouver tout un tas d'applications qu'on essaie de référencer avec dans quelle matière tu peux les utiliser, quels sont les avantages, les inconvénients qu'on a pu détecter. Donc, nous, on va mettre en place, si tout va bien cette année, un module de recherche sur le site. Mais déjà, tu as les articles qui existent, on essaie de les référencer parce qu'il y en a tellement qui sortent des applications que je n'ai pas le temps de toutes les référencer. Donc, maintenant, on me d'accord. contacte pour pouvoir les mettre sur le site. Mais si tu veux des ressources en termes de connaître quelle application existe dans la mesure où tu es équipé d'un casque, hein, du coup, voilà, nous, on essaie de les lister. Et après, certaines vont être payantes, d'autres vont être gratuites, mais c'est jamais des prix très élevés. Ça peut aller jusqu'à 30, 40 euros, mais c'est D'accord. Ok. pas très, très élevé. Après, si tu veux, pour faire simple, selon le casque que tu achètes, tu as accès à différents stores, donc magasins en ligne, un peu comme tu as Google Play Store ou autre, où tu vas pouvoir avoir accès à des expériences. Donc ça, c'est une manière de faire. L'autre manière de faire, c'est de payer le service de développeur. Nous, on le fait un petit peu pour créer ton expérience sur mesure parce que tu veux faire ça. Donc nous, on a les deux cas. Si tu veux, quelquefois, on nous appelle pour nous dire, ben voilà, moi,
Est-ce que vous pouvez m'aider à construire une expérience pédagogique? J'ai vu cette application qui a l'air pas mal, donc là, on accompagne là-dessus. Ou bien on me dit, bah, tiens, moi je travaille en histoire, qu'est-ce que tu connais dans le secteur de l'histoire ou des maths, par exemple, que je pourrais utiliser? Parce qu'en fait, il y a des expériences qui sont faites sur mesure pour l'apprentissage et l'éducation. Puis il y en a d'autres, par exemple, les musées, on va pouvoir, qui créent des expériences superbes et vraiment impressionnantes, qu'on peut réutiliser dans un contexte scolaire. Donc nous, on essaie de piocher un peu des deux côtés, pas que des expériences qui sont faites exclusivement pour l'éducation, mais aussi des expériences qu'on va pouvoir réutiliser. D'accord, ok. Merci. Tu réponds super bien à ma question. Pas de problème. Alors, du coup, je vais peut-être avancer, je ne sais pas, niveau temps, combien il me reste. Il est 19h20 presque. Ok. Ok. Donc, bon, alors, pour revenir plus sur les aspects pédagogiques, j'en ai déjà parlé, mais l'enseignant, il est là pour guider l'apprentissage. Donc, ça, c'est très, très, très important. Il faut être prêt pour les élèves, ne pas arrêter au wow effect, j'ai mis, et laisser explorer, jouer. Alors, c'est vraiment ce qui est difficile pour toutes les activités pour un enseignant où on va inclure de la technologie, c'est qu'il faut à la fois maîtriser l'activité, maîtriser, disons, l'ingénierie pédagogique qu'on a mis en place, et en plus, il faut maîtriser la technologie. Donc, tout ça, ce n'est pas évident. Et dans tout ça, il faut vraiment que ce soit simple pour l'élève pour que lui, il puisse se concentrer juste sur ce qu'il a à apprendre. Donc, guider l'apprentissage en réalité virtuelle, c'est tout ça. C'est accompagner avant pour expliquer ce qu'on va faire et préparer la séance. Pendant, pour vraiment sur des aspects d'installation du matériel. Et puis après, pour travailler avec l'élève. Être prêt pour les élèves, eh bien, c'est ça aussi, c'est savoir prendre le temps en amont de tester les expériences, prendre le temps en amont de construire, comme ils ont l'habitude de faire, hein, leurs séances, mais aussi prendre le temps de s'entraîner en tant qu'enseignant ou en tant que parent, si on fait des activités avec ses enfants, prendre le temps de tester. Une des choses importantes, c'est, vous voyez là, on a un retour sur une tablette, hein. Là, c'est séparé en deux petits sous-écrans. Mais maintenant, parce que c'est la technologie de ce casque qui le demandait, mais maintenant, on peut avoir la même vision en fait que l'élève. Donc voilà, ne pas s'arrêter au wow effect. Alors, le wow effect, c'est quelque chose qui est très typique de la réalité virtuelle, c'est-à-dire que l'élève, quand il arrive dans ce monde, c'est comme quand vous l'emmenez dans un nouveau lieu. Donc, il faut qu'il prenne le temps d'observer ce qui l'entoure. Et en fait, il va devoir tester tout ce qu'il peut. Donc, en fait, on recommande, par exemple, quand on veut construire une séance en VR, on recommande de dédier au moins les 2 premières séances. Ça peut être 5 minutes, si vous construisez 6 séances de 5 minutes, les 2 premières séances de 5 minutes vont être juste là pour que l'élève, il découvre le monde, il teste tout, il essaye, parce que de toute façon, il va le faire. Ouais, c'est Vous ça. ne pourrez pas arriver, il va rentrer dans le monde et vous allez lui dire ok, bon, à partir de maintenant, tu essaies de comprendre ça, ça et ça. Non, il va vouloir toucher les trucs, tester, prendre les objets, montrer, regarder. Et je dis il, mais en fait, c'est tout le monde en réalité virtuelle. Ouais, c'est ça. On est tous intrigués, forcément. Oui, puis c'est normal, il faut qu'on se familiarise. Vous ne Tout à pouvez fait. pas arriver dans un lieu que vous ne connaissez pas et de suite faire quelque C'est ça. chose. Voilà, il faut que vous vous sentiez à l'aise. Donc, laisser explorer et jouer au début avant même d'attendre quelque chose. Donc, ça, c'est important. Bon, il y a tout un tas d'autres spécificités, hein. Je vous donne grande ligne. On établit vraiment des recommandations poussées sur le domaine et c'est en ça qu'on essaye d'aider les pédagogues pour construire leurs activités. Mhm. Alors, pour ce qui est des précautions avec les enfants,
Encore une fois, si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer, on a un petit e-book qui résume un petit peu toutes les précautions selon les âges, avec des posters pour les enfants par âge, si ça vous intéresse. Ce qu'il faut retenir sur les précautions, c'est que ça ne sert à rien d'utiliser un casque de réalité virtuelle vraiment quand l'enfant il n'a pas besoin de ça. Et ça peut même être dangereux. Quand je dis pas besoin, c'est-à-dire que vous connaissez peut-être les stades de développement de l'enfant, mais il y a des stades où l'enfant il a besoin de toucher, il a besoin d'interagir avec le réel, il a besoin d'apprendre à développer de la motricité fine, il a besoin de développer des contacts sociaux, il a besoin de ces interactions que la réalité virtuelle ne peut pas fournir. Donc ça ne sert à rien de lui amener ça, puisque c'est pas de ça qu'il va avoir besoin. Et je Ouais. dirais même que ça peut être dangereux. Donc, dangereux parce que on le sait déjà, il y a des expériences scientifiques qui l'ont démontré pour, par exemple, les dessins animés. C'est pour des jeunes enfants qui n'ont pas la maturité pour distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Eh bien, on a vu qu'avec des dessins animés, il y avait la création de faux souvenirs. C'est-à-dire que l'enfant, dans sa tête, il va mettre au même niveau de mémoire, de souvenir, ce qui s'est passé avec grand-père, de ce qui s'est passé au niveau du petit ourson dans le dessin animé. Donc, vous imaginez, ça c'est un dessin animé, ce que ça peut être avec la réalité virtuelle. Ouais, c'est ça, il ne fait pas la différence. Notamment. Donc voilà, il y a tout un tas d'autres choses. Ça c'est le point sur lequel Ouais. j'identifie, mais il y a notamment le risque aussi d'exposer à des émotions extrêmes. Vous pouvez tomber d'un immeuble, vous pouvez voir des choses vraiment très, très réalistes. Vous pouvez vivre des émotions que vous n'êtes pas prêt. Un enfant, il faut déjà qu'il apprenne à reconnaître ses émotions déjà dans la réalité. Alors, on ne va pas lui mettre le virtuel. Voilà. C'est sûr. Donc, alors, en tant qu'éducateur, pour faire simple, non, pas avant. Voilà, je sais que vers 10 ans, selon la maturité des enfants, à l'époque, ça commençait à être un petit peu utilisé cardboard, mais nous, on recommande les casques, de toute façon, par les constructeurs aujourd'hui, sont faits avec la notice qui précise pas avant 13 ans. D'accord? Ok. Et nous, on recommande vraiment d'attendre voilà, l'adolescence et Mhm. aussi de respecter des durées courtes. Vraiment, ça c'est très important. On n'a quand même pas beaucoup de recul de l'usage de ces outils avec les enfants, donc il faut faire attention. Et comme toute technologie, l'usage excessif a des effets, hein. Évidemment, il peut y avoir des effets sur la vue avec un usage excessif. Il peut y avoir aussi des effets émotionnels. Il n'y a pas très longtemps, vous voyez, on a fait tester l'expérience il y a 3 jours. On faisait de la formation justement à l'ADEAL et il y avait un stagiaire qui a testé l'expérience de tremblement de terre. Donc, c'est un adulte, hein, mais quand il l'a vécu, je peux vous dire qu'il a revécu le tremblement de terre qu'il avait vécu en primaire. Ah ouais. Et il le savait, il était préparé, on l'a aidé, mais on a quand même à la fin pris le temps qu'il s'assoie, qu'il reprenne un peu parce que ça avait généré des émotions. Bon, c'est un adulte, il sait faire la part des choses et ça s'est bien passé, il savait à quoi s'attendre, etc. Mais je peux vous dire qu'il était dans un niveau émotionnel quand même important. Du coup, moi-même, j'ai vécu des expériences en réalité virtuelle. J'étais surprise par des expériences de réalité virtuelle qui ont eu un gros impact sur moi, positivement comme négativement, malheureusement. Mais on est des adultes, encore une fois. Donc, du coup, c'est vraiment… Imaginer les conséquences sur des enfants, quoi, du coup, des adolescents qui n'ont pas le même niveau de maturité, quoi. Alors, voilà, c'est ça. Il faut distinguer ce qui est vraiment, alors petite enfance, surtout pas. Enfance, vraiment, si on a le parent à côté, on a testé avant vraiment pour un test, parce que je sais que quand on a des fratries à la maison, c'est difficile de dire bah, le grand il a le droit, mais toi tu t'approches pas. Mais par contre, il faut que ça reste quelque chose où vous voyez ce qui se passe. Il faut que ça reste quelque chose que vous avez testé. Il faut que ça dure 1 minute, que vous expliquez bien tout. Et c'est tout. Et le reste, il attendra plus grand parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Enfin, on peut en parler, mais ça s'arrête là. Par contre, à l'adolescence, c'est hyper intéressant. Et là, notamment puisqu'on a une phase
Voilà, c'est important pour la restauration narcissique. On a une phase où l'adolescent il est mal dans sa peau, on a une phase où il a vraiment des difficultés avec la représentation de son corps qui change tout le temps. Des fois, ça fait du bien à l'adolescent de s'incarner dans un avatar qui est stable par rapport à lui, son corps qui évolue tout le temps. Donc, pour l'adolescence, c'est vraiment très intéressant. Pareil, mais dans des durées correctes. Hein. Nous, les expériences qu'on a créées durent 4 minutes. Hein. Donc, c'est vraiment pas très long. Hein. Et il n'y a pas besoin de passer des heures et des heures en VR, surtout pas. Déjà, quand on fait quelques 15 minutes en VR, je peux vous dire que selon l'expérience, c'est suffisant. Ça suffit déjà. Parce que les conférences que toi, tu as fait en VR déjà, elles duraient du coup, elles étaient plus courtes que là, ce qu'on fait là ce soir ensemble. Et non, elles ont Non. duré le plus que j'ai tenu, on va dire, c'était 1 heure, puisqu'effectivement, après, il y a l'interaction avec les personnes. Et 1 heure, c'est intense, hein. C'est très, Ouais, très intense. tu te sens moi, beaucoup, ça te prend plus d'énergie, quoi. c'est intense parce que déjà, il faut voir les choses, on va dire les choses clairement, c'est un casque qui pèse son poids. Hein. Déjà, il faut le porter sur la tête. Aujourd'hui, demain, peut-être qu'ils allégeront le système et ça pèse un certain poids. Il y a des accessoires qui facilitent le confort et autres, mais ça pèse un poids. Ensuite, on est en Guadeloupe, ça génère de la chaleur. Même si on met la clim, c'est quand même assez chaud. Vous avez quand même quelque chose. Demain, on se moquera de nous. On dira, vous aviez des cabines téléphoniques pour faire de la VR. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. Vous avez quand même un dispositif qui est assez gros, plaqué devant vos yeux. Alors, aujourd'hui, par rapport à avant, il y avait vraiment des effets, on parlait de la cybersickness. Hein. Donc, avant, il y avait beaucoup cet effet de nausée quand on enlevait le casque. Aujourd'hui, on a réussi à améliorer ça et on sait comment faire pour l'éviter. Maintenant, si vous faites des expériences de grand 8 ou de vaisseau spatial dans l'espace, vous êtes sans gravité, il y a des chances que vous ayez quand même la nausée. Mais voilà, bon, il y a cette notion de poids, cette notion de chaleur, cette notion de luminosité aussi, puisque il y a des lumières très contrastées. Au niveau des yeux, ça fatigue, hein, on ne va pas le cacher. Et il y a aussi la notion de vous n'êtes pas dans le même monde. Donc, quand vous revenez, moi, ça, c'est vraiment un peu personnel, hein, mais plus je reste longtemps, plus j'ai l'impression que la réadaptation pour revenir, il faut... Bon. Si c'est très court, c'est 1 seconde et c'est bon, mais quelquefois, si je reste longtemps, il faut quelques minutes, quoi. Donc, d'accord. maintenant, aujourd'hui, dans des pays, moi, je vous dis mes recommandations, nos valeurs, nous, on ne travaille pas. Quand on nous demande une expérience pour des enfants, c'est non. Mais il y a des pays où ils font déjà des cours avec des enfants tout petits en VR. Hein. Ah ouais, d'accord. Il y a déjà des activités qui sont données pour des tout petits enfants. Donc, après, chacun voit son éthique. On est en train de travailler sur la mise en place avec des collègues aux États-Unis d'une sorte de label, en fait, de recommandation pour dire tel contenu est bien ou pas, pourquoi, pour quels enfants, etc. Et essayer de mettre un cadre parce que si on attend que le ministère de la Santé le fasse, eh bien, Ce sera trop tard déjà, quoi. Ouais. Voilà pour les précautions. Je ne sais pas si vous avez des questions plus précisément sur cette notion de risque avec la réalité virtuelle. Les parents des enfants là, qui sont présents ce soir, est-ce que vous avez des peurs peut-être ou des interrogations voilà, où vous imaginez votre enfant en situation ou Géraldine a répondu à toutes vos interrogations? Non, c'est bon. Peut-être ça viendra après. Donc, Ouais. je continue en tout cas. J'aimerais arriver aux applications. Alors, ok, donc on a parlé un peu de ce qu'était la VR, de ce que ça pouvait apporter d'un point de vue pédagogique. Et maintenant, je vais essayer de vous présenter concrètement des applications.
puisque comme je vous l'ai dit, voilà, maintenant, il y a pléthore d'applications qui existent. Donc, j'en ai mis quelques-unes pour vous donner des idées, mais il y en a beaucoup et il y a différents styles qui commencent à émerger. Alors, celle-ci, je l'ai trouvée vraiment très intéressante puisque bon, bah, ça nous parle particulièrement à nous, Français. Et c'est une application, donc il y en a plusieurs hein, sur le château de Versailles, mais celle-ci permet donc de visiter le château de Versailles. Donc, on va avoir de l'information. Alors déjà, pour tout ce qui est monuments et musées, ça vous permet quand même d'être dans le musée tout seul sans avoir la foule. Vous pouvez approcher les œuvres de très près. Vous pouvez cliquer sur l'œuvre, la grossir, avoir des informations supplémentaires, audio ou écrit, etc., selon les expériences. Donc, celle-ci, elle peut être intéressante, évidemment, pour des leçons d'histoire, si vous voulez organiser une activité aussi de voyage scolaire un peu ludique, autour de l'art, évidemment, il y a plein de choses. On peut changer la lumière. Donc, on peut être dans les chambres du roi de nuit avec une lueur de bougie. On peut changer d'atmosphère, etc. Donc, il y a des choses vraiment intéressantes. Au total, il y a 150 œuvres commentées par les équipes scientifiques. Donc, c'est intéressant. Alors, j'en parle un petit peu sur le site. Bon, effectivement, c'est une expérience qui est seule, un élève à la fois. Donc, en termes d'organisation de l'activité en classe, ça demande un petit peu de préparation pour que il y ait suffisamment d'élèves qui passent et qu'on n'ait pas un élève qui est fait et puis 25 qui regardent et qui en ont marre. Et voilà un petit peu le frein. Mais voilà, pour vous donner une idée, ça, c'est un exemple d'expérience. J'en ai un petit peu parlé dans l'introduction, mais il y a aussi la possibilité d'aller visiter des pyramides, des tombeaux en Égypte. Donc, moi, je suis en train de travailler sur un projet là dans les Yvelines, dont l'idée, ce serait de travailler sur un voyage scolaire en Égypte avec une partie où on va voir les momies, une partie où on apprend des activités plus, donc on va voir les momies et travailler sur des aspects histoire. On va ensuite travailler sur des aspects mathématiques avec les pyramides et ensuite on va travailler aussi sur des aspects de langue. Donc, c'est pour vous donner l'idée, en combinant différentes applications, jusqu'où on peut aller. Donc, on peut voyager dans le temps, en géographie, en culture aussi, en géopolitique, tout ça, ça peut être amené avec des expériences comme ça, hyper réalistes. Alors, celle-ci, je vous l'ai mis là, je vais peut-être plus en parler après, mais donc ça, c'est carrément un campus en réalité virtuelle aux États-Unis. Ça s'appelle Victory XR. Donc, eux, ils ont créé un campus complet, on peut le visiter, et ils ont des profs maintenant qui sont formés, qui enseignent en réalité virtuelle, et des élèves, et même des universités qui ont investi dans on va dire, des parcs de casques de réalité virtuelle, et ils les prêtent à leurs étudiants en cas de confinement. Et donc, les élèves ont accès. Alors, il y a différentes salles. Alors, vous avez des salles ultra on va dire simple, comme on voit sur la droite, comme on peut connaître dans n'importe quelle université ou entreprise. Mais après, vous avez des voyages dans l'espace pour l'astronomie, vous avez des activités d'art, vous allez apprendre des activités artistiques, évidemment des activités scientifiques pour tout ce qui va être dissection. Par exemple, moi, j'ai fait la visite, on vous lance un cœur qui bat dans la main et vous allez pouvoir l'agrandir, le réduire, regarder tout à l'intérieur en même temps que l'enseignant vous explique comment fonctionne le cœur. C'est quand même sacrément intéressant. Au niveau de dissection, je pense, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait parce que pour moi, c'est vraiment un niveau de réalisme qui est, j'ai fait pas mal d'études en biologie, qui est vraiment tout à fait similaire à la réalité, il n'y a pas de différence. Donc, du coup, je ne vois plus l'intérêt de faire souffrir des animaux pour l'apprentissage. Donc, on peut vraiment disséquer tous les animaux, soit de la même manière qu'on le fait en réalité, soit d'une manière plus simple, etc. Donc ça, c'est un campus qu'ils ont créé. C'est une entreprise privée qui fait des partenariats avec des universités. Vous vous rendez sur le lieu en réalité virtuelle, donc c'est un espace,
c'est notre entreprise qui a créé ce lieu. Bon, bref, peu importe, je rentre pas dans les détails, mais une fois que vous êtes dans le lieu, vous avez téléchargé des activités pédagogiques toutes faites. Vous pouvez former vos enseignants ou bien prendre des cours des enseignants. Enfin, c'est un établissement scolaire en réalité virtuelle. C'est un petit métaverse, si on veut, un peu fermé. Mais c'est dingue, c'est dingue. Ouais. Et de plus en plus d'universités qui sont en train de l'utiliser, etc. Bon, c'est vraiment très, très impressionnant ce qui est bien. Les Américains ne font pas les choses à moitié. Ils y vont franchement. Comme en France, c'est pas encore tant répandu que ça, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ce qui se fait déjà et à quel point c'est avancé et déjà courant dans d'autres pays, quoi. Je peux te dire qu'à le Lyon, campus, c'est dingue. c'est dingue, mais c'est actuel. Hein. À Lyon, par exemple, j'ai des collègues qui, à l'Université de Lyon, ont mis en place un laboratoire de VR. Donc, ils ont mis en place une salle avec des casques disponibles pour les élèves, une équipe technique qui accompagne tous les profs qui souhaiteraient mettre en place une activité et une équipe de développeurs qui développent des activités sur mesure. Et aujourd'hui, alors ils ont mis en plus tout un tas de partenariats, institutions publiques, privées, etc. pour y arriver. Et ce concept, ils sont en train de le dupliquer dans d'autres universités. On retrouve ça, il y a des villes un peu, on va dire, pilotes et moteurs là-dessus. Et là, comme je vous dis, je commence à être, moi, on me demande d'aider des établissements au niveau lycée. Donc là, c'était très universitaire en France. Maintenant, on va passer au niveau lycée. Il y a pas mal de lycées professionnels qui sont déjà équipés, qui l'utilisent de manière, on va dire, un petit peu anecdotique. Mais là, ce qu'on essaye de faire à Paris avec le lycée, enfin la collectivité locale qui est dans les Yvelines, ça va concerner plusieurs établissements. Donc, on n'est pas encore à mettre en place des lycées virtuels, mais en même temps, la crise Covid a largement accéléré les choses. Hein. C'est ça. Donc, ok. Voilà, ça, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu il n'y a pas très longtemps. C'est une expérience qui existe depuis longtemps, mais qui est très, très intéressante pour les enseignants de sciences physiques. Donc, en gros, je ne sais pas si vous avez déjà vu le concept de mettre en place des systèmes fous avec des dominos, des objets divers et variés, où ensuite vous faites tomber une petite balle qui va faire tomber les dominos, qui va déclencher un truc, qui va en faire tomber un autre, etc. Eh bien, donc ça, c'est un jeu passionnant en réalité, mais il y a des très belles vidéos sur YouTube qui parlent de ça. Tout à fait. Il y a des challenges. Voilà. Ils ont recréé ce concept, je dis ce concept en réalité virtuelle parce que vous avez donc accès à tout un tas d'outils pour pouvoir mettre en place vos dispositifs gadgetiers. Et vous avez aussi des puzzles tout prêts qu'il faut résoudre, c'est-à-dire quelle est la pièce manquante pour que ça marche. Et vous avez différentes salles, etc. Et c'est hyper intéressant parce qu'ils ont mis les bruitages et la gravité. Alors, je pense que dans quelques temps, ils sortiront une version avec une autre gravité. Mais pour quand on veut enseigner la physique, c'est vraiment génial. En tout cas, certaines lois de la physique, pardon. Et en plus, c'est hyper relaxant, calmant et très, très, très bien fait. Au niveau interaction, c'est vraiment très bien fait. Donc, vraiment, un gros coup de cœur, je pense, au niveau éducation. Donc, voilà, là, c'est un exemple un peu vu d'ensemble de différents styles d'applications. The Body VR, c'est... pour moi, il y a tout plein d'applications pour voir le corps humain, évidemment, mais pour moi, les meilleurs, c'est le Body VR. Et en plus, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez mettre vos données personnelles de santé et ils peuvent recréer votre corps. Donc, vous allez par exemple avoir tout un tas de capteurs qui mesurent votre fréquence cardiaque, vous disent combien vous fumez, etc., votre activité physique, et on vous fait voir la tête exacte de votre corps, vos poumons, comment ils sont, etc. Et vous pouvez aller dedans et ça a un réalisme incroyable. En France, on ne peut pas mettre ces données de santé à ma connaissance, mais on a des corps fictifs
Moi qui ai étudié la biologie, c'est tout ce dont j'ai rêvé dans Ouais, mes cours super. à voir. Vous pouvez vous devenir microscopique et voir des choses à l'échelle de l'ADN, comme des choses à l'échelle du tissu, du muscle, de l'organe. Donc, c'est Mhm. hyper bien fait. Vous pouvez voir tous les systèmes. Donc, Super. évidemment, pour des personnes qui enseignent la biologie, très très bien. Je ne me souviens plus, faudrait que je vérifie si les commentaires audio sont traduits aussi en français. Mais en tout cas, vous avez des informations écrites si besoin. Mhm. D'autres styles complètement différents, c'est Tilt Brush. Donc, Tilt Brush, c'est l'art en réalité virtuelle. Ok. C'était Google à la base qui a créé ça, mais ils ont arrêté, mais ils ont mis la solution à disposition en libre, donc ça a été recréé sous un autre nom. Mais le concept, c'est que vous créez en VR, c'est-à-dire que vous allez faire une œuvre en virtuel. Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est que par exemple, bon, bah, vous avez un pinceau, ok, vous avez des bombes, ok, très bien, mais vous pouvez aussi mettre des étincelles, des faisceaux lumineux. Vous Mhm. pouvez mettre et vous pouvez réduire votre œuvre à l'échelle de la main, comme l'agrandir et rentrer dedans et vous promener dedans. Donc, c'est pour vous donner l'idée du concept 3D. Donc, c'est utilisé aussi par des enseignants, ça, pour créer des projets, des exposés, pour arriver à développer la conceptualisation en 3D de choses. Donc, voilà, ça c'est un exemple. Mais évidemment, en cours d'art, c'est utilisé, mais aussi pour des profs qui enseignent en ingénierie, au Mhm. prototypage, ce genre de choses. Il y en a vraiment pour toutes les matières et tous les goûts, hein. C'est vraiment varié. Enfin, À super. mon sens, ouais, il y a vraiment pas mal de choses. Ouais. CoSpace Edu, c'est un petit logiciel qui va se rapprocher un petit peu de ce que vous avez connu avec Google Expedition. En fait, c'est une entreprise qui a créé bon, c'est payant, ils n'ont pas vraiment des formules très pratiques pour les établissements scolaires français, mais vous pouvez créer vos propres expériences sur une plateforme simple sur ordinateur. Et après, ils ont simplifié la capacité de créer. Même les enfants peuvent créer. Vous créez vos petites expériences, vous avez des petits objets 3D tout faits, des pré-environnements, des mondes un peu près, et vous rajoutez des petites choses, vous rajoutez de l'interactivité, et ensuite vous avez votre expérience soit en réalité augmentée, soit en réalité virtuelle. Donc c'est vraiment génial. Et alors, ils ont réussi à simplifier la partie création. Mais au niveau usage en France, c'est pas évident, parce que leur modèle économique n'est pas hyper adapté. C'est Mhm. un abonnement. Et enfin, My New Home, qui est une expérience plus filmée, mais qui est hyper intéressante, puisqu'on va vous faire vivre ce que c'est d'être dans la peau d'une personne qui est de couleur noire. Donc, beaucoup d'expériences comme ça qui arrivent pour faire travailler l'empathie et me mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le style un peu cinématographique. Dans le domaine de la VR, il y a tout un tas de festivals autour de ça. Il y a pas mal d'experts du cinéma qui se sont mis dans ce domaine. Donc c'est très, très intéressant, très émouvant. Puis il y en a tout plein des expériences comme ça, hein. Il n'y a pas que celle-ci, hein, il y en a d'autres. Voilà. Est-ce que ça va? Ça, je passe rapidement, mais bon, pour vous donner des idées, on a des expériences pour commencer dans un camp de réfugiés. J'ai même vu commencer après la guerre en Syrie, en Afghanistan, visiter Mhm. Tchernobyl, découvrir les femmes qui ont marqué la science, comment elles travaillent, elles ont travaillé, fait leurs découvertes. Mozilla, donc le navigateur qui est assez connu, a créé aussi un monde accessible en réalité virtuelle. Et voilà, et pour conclure, bon, ben ça, nous, c'était le premier projet qu'on avait fait. C'était un jeu en VR pour préparer les adolescents au risque Tempête. ouragan. Voilà. Oui, c'est ça. Donc ça, c'était le premier projet que, dans le cadre de mes études, il y a quelques années, j'avais travaillé sur le déni du danger. On avait fait un projet de recherche associé à ça.
le déni du danger ouragan et comment on peut le mesurer en réalité virtuelle. Donc voilà. Et donc cette année, voilà, l'application on a développé dans le cadre de la semaine sismique pour la DEAL, pour la prévention du risque sismique, avec tout un tas d'expériences pour préparer aux ouragans. Je ne sais pas si la vidéo va marcher. Ah si, Ah, super. génial. Voilà comment ça se passait. En gros, vous avez tout un tas. On a pu faire passer 15 élèves en une matinée. On a mis en place un briefing avant. Ensuite, ils passaient par groupe de 3. Et comme vous pouvez peut-être pas trop le voir, l'envoyer au début de la vidéo. Voilà, il y a des élèves qui suivaient sur tablette. Ouais. Voilà, ce que l'élève fait en VR. Et ensuite, il tournait. Et comme il y a 3 scènes, tous les élèves ont vu les 3 scènes, soit en VR, soit sur tablette. Donc, Génial. vraiment très, très sympa et une très belle expérience. Super. Très fière qu'en plus, elle va être pérenne, elle va continuer. On va faire une version 2 cette année. Et là, on a fini de former le personnel de la DEAL Guadeloupe pour qu'ils puissent mettre en place ces Cet atelier-là eux-mêmes, quoi, ouais. Ah, c'est génial. Franchement, c'est super voilà, innovant. un peu les scènes qu'on avait fait. Il y avait une scène, je vais aller un peu vite. Une scène qui représentait une maison créole pour faire vivre un tremblement de terre au rez-de-chaussée, une salle de classe et la plage de Grand'Anse de DE qu'on avait reproduit pour sensibiliser au risque de tsunami associé au tremblement de terre. Voilà. Ouais, pour avoir toutes les situations. Oui, c'est ça, toutes non, mais plusieurs. En tout cas, plusieurs, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment génial hein, ce que vous avez fait. Et je pense que vous avez eu de bons retours, hein, du coup, de la préfecture et des élèves qui ont testé. Oui, ils étaient tous super contents. Ouais. On a même, on essaie de mettre en place aussi de la transversalité avec les autres institutions publiques pour que ça puisse, au niveau conseil départemental, conseil régional, se continuer. On a eu des réactions différentes entre les adultes et les élèves. Donc ça, c'était vraiment très sympa à observer. Les élèves ont vraiment été... alors, je sais, on n'a pas pu faire beaucoup de tests à cause des blocages. Malheureusement, on devait faire plus de démonstrations, mais les élèves ont été particulièrement enthousiasmés et plus que les adultes. Ça, c'était... Les adultes ont été enthousiasmés, mais ils avaient peur que ce ne soit pas assez sensationnel pour les élèves, alors que les élèves, au contraire, ont été... vraiment, c'était suffisamment sensationnel, c'était pas le problème. Enfin, ils étaient même curieux d'autres situations, en fait. Ça a ouvert la curiosité, ça c'était merveilleux pour nous, et ils avaient envie d'en parler chez eux. Et ça, c'est la plus belle réussite qu'on a eue. Rempli à même plus que 100% là, du coup. Non, on est très contents et on a eu aussi entendu dire que la direction donc des Halles France attendait de la Guadeloupe qu'il leur fasse des retours pour pouvoir aussi utiliser en métropole la VR. Donc voilà, ça c'était aussi une belle fierté. Du coup, je conclue juste en disant que la réalité virtuelle, elle est là pour aider les enfants à comprendre et apprécier la complexité de la réalité et pas pour la remplacer. Et c'est comme ça que je vais conclure que voilà, ça reste un outil et que la réalité est beaucoup plus belle encore, mais en tout cas un bel outil éducatif. Voilà, voilà. J'espère que vous êtes toujours vivants. Justement, j'allais discuter avec les participants, en tout cas leur demander si déjà vous aviez des questions complémentaires, même si Géraldine était très complète, vraiment très complète dans sa présentation, mais vous avez peut-être encore des interrogations? En tout cas, il y a Aurore qui est là. Je suis toujours là. Moi, j'ai trouvé, je ne m'attendais pas à autant de richesse dans les applications. Je suis assez impressionnée.
par, Oui, hein, c'est ouais, large hein, tout ce qu'on par peut ce qui est faire. Hein. possible de faire et ce que moi j'avais vu à l'époque, il y a 6 ans. Et tout ce que tu as dit ce soir, je me dis, waouh, Et c'est un détail encore. Je suis passionnée. Je ne pouvais pas en parler pendant des jours, mais il y ouais. a vraiment plein de choses. Hein. Non, mais c'est super, c'est Ouais. super. Ouais, je suis hyper impressionnée là, par tout ce que tu as montré et je me dis qu'il y a C'est pour ça, hein. Ça il y vient a de vite. très Hein. belles choses à faire, quoi. Et oui, et ça va. Enfin, maintenant que bon, un casque, j'aurais pu faire une slide sur le matériel, mais c'est avec 300 euros, vous avez quelque chose de très très bonne qualité. Hein. Ah Et oui, c'est justement, je voulais te autonome. poser des questions sur le Ouais. matériel. Du coup ouais, sur une entrée de gamme, on a quand même une expérience qui est bonne. Alors, je ne sais pas ce que tu appelles entrée de gamme, mais aujourd'hui, si tu veux, il y a différents types. Il y a les casques qui sont complètement autonomes, donc il n'y a pas besoin d'acheter, enfin, de l'utiliser avec un ordinateur. Tu as les casques qui sont connectés à un ordinateur, d'accord? Et puis tu as les D'accord. casques avec les consoles de jeu. Ouais, Tu as d'accord. encore un peu les casques où on insère donc le téléphone portable dedans. Ouais. Comme tu as connu le cardboard, ou puis il y en a eu d'autres, il y a eu le Samsung Gear, mais petit à petit, je pense que ceux-là, ils vont, enfin, c'est un peu fini, quoi. Ils sont utilisés parce que ça a été investi, mais tu vois, le principe, c'est que le champ de vision est beaucoup plus réduit, l'angle du champ de vision, et en plus, au niveau confort, c'est pas génial, génial. Et en plus, le portable, ils sont pas toujours très adaptés à ça, ils chauffent très vite, ils perdent de la Mhm. batterie, tu as dû Ouais. voir ça. Mhm. Donc après, les casques autonomes, c'est très pratique pour l'éducation. C'est ce que je recommande parce qu'en plus, en termes de sécurité, c'est plus facile que d'avoir un long fil connecté à un ordinateur. Et c'est moins cher que de devoir payer un ordinateur en plus du casque. D'autant que l'ordinateur, ce n'est pas des ordinateurs à 500 euros, c'est plus à 2000 euros les ordinateurs quand on a des casques connectés à des ordinateurs. Donc, dans cette gamme de casques autonomes, on les appelle, il y a différentes marques, mais la marque qui ressort le plus, c'est Meta de Facebook. En France, je pense que ça reste quand même très utilisé. Il y a d'autres casques, des casques de plus chinois, des casques d'autres constructeurs, etc. Mais après, ça va être le problème du store. Quoi. Alors, effectivement, 300 euros, tu as une super qualité, hein, mais vraiment, c'est même pas de l'entrée de gamme. Hein. C'est vraiment déjà une superbe expérience. Tu peux faire beaucoup de choses, etc. Nous, c'est ce qu'on a recommandé à l'ADL d'acheter. Hein. Là, tu les vois en photo, hein, si tu veux. Mhm. Parce qu'ils sont faciles et pratiques. Et puis que voilà, 300 euros, déjà, nous, ils ont acheté, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais ils ont acheté 4 casques. Donc, c'est pas non plus énorme en quantité. Mais déjà, j'ai une personne qui est enseignant en mathématiques. Il a réussi à convaincre son établissement d'investir dans un casque. Et déjà, il peut faire des choses. Voilà. Donc, vraiment, je trouve qu'en termes de prix, Facebook, ils ont cassé le marché, puisque avant qu'ils proposent leur Oculus Quest, un casque, c'était plus autour de 1000 euros, quoi. Et là, on arrive à 300-400 euros à avoir un truc de super qualité, quoi. Donc, Mhm. mais il y a un truc qui est pas blesse, c'est qu'aujourd'hui, ils imposent un peu, depuis peu, le compte Facebook. Et ça, en établissement scolaire, c'est pas très cool. Ouais, Et c'est du coup, il y a un moyen de contourner le truc. Il faut passer le casque en développeur, etc. Mais on attend vraiment avec impatience que Facebook sorte vraiment des offres dédiées éducation. Et là, ça va arriver puisqu'il y a une pression très très forte au niveau usage. Beaucoup d'enseignants, enfin pas en France, moins en France, mais en tout cas à l'étranger, tout le monde attend que ça, que Meta mette en place quelque chose qui puisse fonctionner avec les dans contraintes l'éducation, quoi. d'éducation. Ça. D'accord. Génial, génial, génial. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la petite chatbox, j'ai envoyé un lien avec un petit quiz qu'on a préparé avec Géraldine pour tester vos connaissances sur la réalité virtuelle. N'hésitez pas à cliquer dessus.
Ça prend quelques secondes et ça vous permet de voir si vous étiez attentif. Donc, Géraldine, Célia et Juliano, si vous avez des questions, c'est le moment. Aurore, je crois que c'était bon. Ouais, c'est bon. N'hésitez pas, hein, vous avez mes coordonnées et en tout cas, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux pour voir, on essaie de faire un peu des tests. Je l'espère qu'on aura des personnes, on cherche des stagiaires à tout hasard hein, qui souhaiteraient nous aider dans le travail de test d'application et pour pouvoir en parler encore plus. Et donc, on espère vraiment le plus possible, en tout cas, informer les enseignants sur ce qui se fait. Mais voilà. Ben, merci Dino, tant mieux. Merci Clair. beaucoup. Génial. Merci Génial. beaucoup. C'était C'était très, très intéressant, très clair. Moi, je me demandais, est-ce que il existe des applications pour montrer des métiers liés au design, des choses comme ça, à tout hasard, ou liés à l'art, à la culture. Bon, j'ai vu Versailles, mais est-ce qu'il en existe d'autres? Alors, oui, il en existe. Alors, quand on dit métier lié au design, c'est-à-dire les métiers artistiques ou liés vraiment à concevoir en 3D. En fait, il y a des nouveaux métiers qui se créent évidemment. Par exemple, même dans le secteur de l'art, il y a un métier en réalité virtuelle. Aujourd'hui, il y a des artistes qui créent des œuvres en live à des événements. J'en ai partagé une sur mon fil Instagram, vous pourrez voir. Donc ça, c'est vraiment un métier. La personne développe des œuvres d'art en 3 dimensions. Vous la voyez faire. Après, vous pouvez vous promener dans l'œuvre, etc. Ouais. et comprendre son concept artistique. Donc ça, c'est un nouveau métier. Et ça, elle le fait avec un équivalent de l'application que j'ai présentée, Google Tiltbrush, juste avant. Après, vous avez des outils qui vont vous permettre d'avoir des espèces de cubes pour prototyper. Donc ça, je sais que les designers, souvent, aujourd'hui, travaillent leur étape de pré-prototypage en réalité virtuelle, en collaboratif à plusieurs. Donc, ils vont, par exemple, essayer de travailler soit avec des cubes, soit avec des logiciels de design. Alors, j'en connais un, c'est Sketchfab, hein, pour faire vraiment du prototypage design en 3D, parce que c'est plus facile de parler en créant en 3D que de parler sur un logiciel en 2D et ensuite de partager. Donc, ça permet. Je ne sais pas si c'était Oui, ça la c'est ça, question. ouais. Oui, exactement, très bien. Oui, Et c'était vraiment, il par y a plein de exemple métiers qui se prototyper. créent, hein. Ok, Il y a des ouais, métiers qui se créent, hein. Vraiment, faut rentrer un petit peu, découvrir les applications pour des jeunes gens, c'est passionnant, hein. Il y a vraiment ouais. beaucoup de Bah, choses. merci, hein, merci beaucoup. Génial. Bah, écoutez, n'hésitez pas à faire une capture écran ou à écrire les coordonnées. Sinon, vous pouvez retrouver Géraldine et son mari sur XR Pédagogie sur les réseaux sociaux. Je fais juste une petite parenthèse. Là, on a sorti notre cours pour accompagner les parents qui font de l'instruction aux familles à utiliser la VR, comment ils peuvent faire leur premier cours pour tester. Aujourd'hui, c'est un cours qui est en anglais. Parce qu'évidemment, il y avait plus Je demande intéressés en anglais. Je suis super contente parce que ça s'annonce plutôt bien pour ce cours. Il marche bien. Donc, du coup, on va petit à petit mettre une version en français, vu que c'est notre langue natale, ça sera plus facile. Et proposer ça pour aider les parents avant toute chose à mieux appréhender ce média, à se sentir à l'aise et à créer une petite activité d'accompagnement éducatif. Alors ça va pour les parents qui sont curieux comme pour les parents qui enseignent à la maison.
Super. Il y a Géraldine qui nous dit dans le chat, merci pour cette présentation très intéressante. Merci, Il y avait Géraldine. merci pour la qualité. Donc, je crois que beaucoup. la présentation a été appréciée. Tant mieux, c'est l'idée. C'est l'idée, il faut en parler. Si j'arrête pas de dire ça va arriver, mais qu'on ne croit pas. Les gens, mais non, c'est pas pour tout de suite. Oui, je comprends. C'est cher. Non, non, je vous jure, ça va arriver pour de vrai. Et ça va arriver vite. Nous, au moins, on aura été préparés, on aura eu de très bonnes informations déjà pour commencer à nous y préparer. Super. N'hésitez pas. Super. On sera en tout cas pas tout à fait en France ce mois qui arrive le mois prochain, puisque justement le Vietnam nous a sollicité pour pouvoir développer des applications là-bas, parce qu'il y a beaucoup dans les pays émergents de positionnement sur ces technologies. Donc, n'hésitez pas à en parler, que ça arrive auprès des enseignants. C'est de beaux projets à venir. Super. Merci beaucoup pour votre accueil, le fort. Bravo de tout ce que vous faites. Et vraiment très, très, très sympa d'organiser ces soirées et toute la logistique. Merci beaucoup, c'est vraiment génial. Génial. Et c'était avec plaisir. Merci de ta présence. Et puis, merci à vous. Merci à Géraldine, Célia, Giuliano, Aurore d'avoir participé et puis de nous avoir suivis pour ce soir. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis un bon appétit à ceux qui n'ont pas encore mangé. Bonne soirée. Merci. Au revoir, bonne soirée. Au revoir.